Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sujet un peu différent de la dernière fois. Dans cette vidéo, je me suis demandé si on pouvait regrouper les caractéristiques communes des champions dans le domaine du sport, donc vraiment purement sur le plan génétique, donc des caractéristiques physiques. Et je me suis posé la question en fait, quel serait le physique parfait pour remporter l'or aux Jeux Olympiques? Donc, comme vous le savez, aux Jeux Olympiques, il n'existe pas qu'un seul sport, mais des dizaines de disciplines différentes. J'ai donc choisi trois disciplines qui, selon moi, sont à l'opposé les unes des autres, afin de voir s'il y a des caractéristiques communes qui se regroupent par rapport aux compétiteurs. Donc pour cela, nous allons analyser à tour de rôle plusieurs athlètes ayant remporté l'or dans chacune des trois disciplines, à savoir le marathon, la natation et la gymnastique. Donc on va tout de suite commencer par le marathon. Pour le marathon, le premier athlète que j'ai choisi d'étudier, c'est Eliud Kipchoge. Donc, je ne sais pas si je prononce bien. Il fait 1m67, 56 kg. Et il a gagné donc les JO de 2020, donc disputés en 2021 à cause du Covid. Le 8 août 2021, il a fait un temps à 2 heures 8 minutes et 38 secondes et il avait 36 ans à cette époque. Donc sacrée performance, ça fait presque du 20 km/h, c'est énorme, franchement c'est dingue, c'est des performances de fou. À première vue déjà il est relativement sec. On voit qu'il a des jambes assez fines, même si elles sont quand même développées. Et il a l'air d'avoir des jambes assez longues. Après, c'est dur à dire parce que comme il est habillé, euh, faudrait voir où arrivent ses fesses pour voir la longueur de jambe. Mais il a l'air d'avoir des assez longs segments. Mais c'est vrai que quand on est mec, du coup, ça allonge aussi. Ça donne un aspect visuel assez allongé par rapport aux segments. Comme deuxième athlète, donc on va se pencher maintenant sur Kelvin Kiptum. Donc Kelvin Kiptum, donc 1m80, 65 kg, 23 ans au moment du coup de son recordman du monde, puisqu'il a établi un record à 2 heures et 35 secondes, donc ça c'était le 8 octobre 2023. Bon, c'était pas dans le cadre des JO, mais j'ai quand même voulu l'intégrer parce qu'en fait, si vous voulez, il n'a pas pu aller aux JO en 2024 parce qu'il est décédé dans un accident de voiture. Quand bien même il n'a pas été aux JO, étant donné qu'il détient le record du monde, je me dis que c'était un peu dommage de ne pas le mettre. Et c'était aussi une manière du coup de lui rendre hommage. Donc force à toi, mon ami. Si on s'intéresse à sa génétique, eh ben, on peut voir il est globalement dans les mêmes dimensions que l'autre coureur, si ce n'est qu'il est plus grand, il est très fin, des articulations très fines, il a également des longs segments. Et maintenant, donc le dernier que j'ai choisi d'étudier, donc c'est Tamira Tola. C'est le champion des JO de 2024 avec un chrono à 2 heures 6 minutes et 26 secondes. Donc c'est actuellement le record olympique du marathon masculin. 1m83, 62 kg et il a établi son record à 32 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il est également très sec. On remarque également une différence musculaire entre du coup le haut et le bas, avec quand même des jambes beaucoup plus musclées que par rapport au haut du corps. Il a également les articulations assez fines. Je dirais qu'il fait plus large que les autres. Il a l'air d'avoir du coup des épaules plus larges et également un bassin un peu plus large. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que chez les trois, on se retrouve avec un poids vraiment très faible par rapport à la taille et qu'il y a vraiment très peu de masse musculaire dans le haut du corps, avec des jambes quand même musclées mais fines. Donc là, on était vraiment dans l'analyse purement physique, donc vraiment dans l'observation. Et maintenant, en fait, on va s'appuyer sur des raisonnements logiques pour étayer donc, nos propos et confirmer ou infirmer certaines des observations qu'on a pu faire juste avant. Si on raisonne de manière logique, un marathonien, il est évalué sur de l'endurance. Ce qu'il doit faire, lui, c'est parcourir du coup 42 km et 195 mètres en dépensant le moins d'énergie possible pour tenir l'effort, vu que c'est un effort d'endurance. Donc forcément, en fait, plus il sera léger et plus ça va l'avantager. Parce qu'il n'aura donc pas besoin d'une forte masse musculaire dans le haut du corps. Et chaque kilo supplémentaire, en fait, ça représente une dépense d'énergie qu'il faudra transporter en plus. Donc ça n'a pas d'avantage. Avoir un buste court et des jambes longues, ça va lui permettre de maximiser ses foulées. Et pareil, le fait d'avoir des mollets courts avec des tendons d'Achille assez longs, ça va permettre en fait une meilleure restitution d'énergie élastique.
Donc si vous voulez, en fait, le tendon d'Achille agit comme un ressort et à chaque foulée, en fait, il stocke une partie de l'énergie puis il va la restituer lors de la poussée suivante. On peut également noter qu'il y a un bassin relativement étroit avec donc une silhouette légère. Ça va participer au fait de réduire la masse totale à déplacer. Donc c'est tout avantageux pour les marathoniens. Donc on a vu ensemble dans le détail donc, la partie sur les marathoniens et on va pouvoir passer à notre deuxième discipline, la natation. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que contrairement au marathon où tous les athlètes parcourent exactement la même distance, la natation, ça va regrouper des épreuves extrêmement différentes. Un nageur de 50 mètres, par exemple, il doit produire un maximum de puissance sur une courte période, donc il s'appuie principalement sur des fibres musculaires rapides, capables de générer beaucoup d'énergie, mais qui se fatiguent rapidement. A l'inverse, en fait, un nageur, par exemple, de 1500 mètres, il doit maintenir son effort pendant un long moment et son organisme va davantage solliciter des fibres lentes, donc plus économes en énergie et mieux adaptées aux efforts prolongés. Pour ces deux raisons, en fait, deux champions olympiques peuvent présenter des physiques très différents tout en pratiquant le même sport. On va d'abord s'intéresser à Michael Phelps. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il mesure 1,93 m, une envergure de 2,03 m. Donc voilà. Il pèse donc 88 kg en compétition, parce que maintenant donc, il a pris sa retraite. Et donc à son apogée, on va dire, à son apogée, donc il avait 23 ans. C'était donc à Pékin en 2008. Ce qui est impressionnant, c'est son record donc, de nombre de médailles olympiques, qui est à 28, dont 23 en or. C'est où il a eu la plupart de ses médailles, en gros, c'est sur le 100 mètres papillon, le 200 mètres papillon. On a aussi le 200 mètres nage libre, donc en crawl. Et après, on va avoir le 200 mètres 4 nage et le 400 mètres 4 nage. Et quand on le regarde physiquement, il est déjà très grand. Il a de très grands bras, un buste également très long et des jambes relativement courtes, un haut du corps assez large, hein, taillé en V. Ensuite, comme deuxième athlète, donc j'ai choisi Léon Marchand. Donc 1,87 m, 77 kg. Et au niveau du physique, on peut voir un physique également musclé, hein. Là, on peut clairement voir la différence par rapport au marathonien, hein, beaucoup plus volumineux. Et taillé vraiment en V, on a cet aspect-là, quoi. Il a peut-être plus l'aspect en V marqué par rapport à Phelps. Ensuite, on va s'intéresser à Florent Manoudou. Bah là, on est sur, là, on est sur un monstre, hein, clairement. Florent Manoudou, c'est 1,99 m, 99 kg. Il a remporté donc le 50 mètres nage libre, donc la médaille d'or, à 21 ans au JO de Londres en 2012, avec un temps à la finale de 21 secondes 34. Et ce qu'on peut voir là, c'est qu'il a encore plus l'aspect en V. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous les trois décroché l'or et pour autant, ils ont trois physiques totalement différents. On est venu à observer les physiques et maintenant, on va également s'appuyer sur des raisonnements logiques pour étayer nos dires, c'est-à-dire confirmer ou infirmer également certaines observations. Donc le nageur, il cherche à déplacer le plus d'eau possible tout en limitant la résistance. Les nageurs d'élite, ils sont souvent grands, donc avec une amplitude exceptionnelle, puisque plus les bras sont longs et plus ils vont déplacer d'eau à chaque traction. Les épaules sont aussi très larges parce qu'en fait, avoir des épaules larges, ça permet de générer davantage de puissance et d'augmenter la surface propulsive. Si on allie ça avec des hanches étroites, en fait, on se rapproche de la forme d'une goutte. Et en fait, la forme d'une goutte d'eau, c'est la forme la plus hydrodynamique possible. C'est pour ça que l'aspect taillé en V est optimal dans la natation. On observe aussi chez de nombreux champions un buste particulièrement long, comme on a pu le remarquer chez Phelps. Celui-ci en fait améliore la stabilité du corps dans l'eau et va favoriser un alignement hydrodynamique toujours. Bon, ce qu'on n'a pas forcément observé, mais qui est logique, hein, c'est que la taille des mains et des pieds va également jouer un rôle important, puisque plus leur surface est importante et plus ils peuvent agir comme des palmes. Contrairement aux marathoniens, le nageur n'a pas besoin de supporter l'intégralité de son poids, puisque en fait l'eau va le porter en grande partie. Donc une faible quantité de masse grasse peut devenir avantageuse. La graisse en fait est moins dense que l'eau et donc elle améliore la flottabilité. Mais à l'inverse, le muscle est plus dense et a tendance à augmenter l'enfoncement du corps. Le nageur idéal en fait, il doit trouver, si vous voulez, un équilibre
avec suffisamment de muscles pour produire de la puissance, mais pas au point de dégrader son hydrodynamisme et son efficacité énergétique. Sinon, il va couler. Et là, en fait, il n'y a pas que la génétique, parce que Michael Phelps et Léon Marchand ont une différence conséquente en termes de taille et de poids. Et pour autant, Léon Marchand, qui est plus petit, donc moins large, il serait donc normalement désavantagé par rapport à Phelps. Il arrive quand même à dominer son sport. Et c'est là où en fait il y a une autre partie qui va rentrer en jeu qui est la technique. Et notamment chez Léon Marchand, ce qu'on connaît, c'est ces coulées phénoménales qui ont été vues et revues de nombreuses fois. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, là on est purement sur du physique et de la génétique. On a fait le tour voilà, de la natation et maintenant on va passer à la dernière discipline qui est la gymnastique. Et comme premier athlète, donc j'ai choisi Kouei Ishihurima. Bon, désolé si la prononciation n'est pas terrible. Donc il fait 1m62, 53 kg. Et lors de son premier titre au JO, il avait 23 ans, donc c'était à Londres en 2012. Et donc pour son deuxième titre au JO, donc dans les deux cas il a décroché l'or, il avait 27 ans et c'était au Rio de 2016. Là, ce qu'on peut voir c'est déjà un haut du corps vraiment solide. Il n'a pas l'air très grand, mais il fait très compact. On voit pas forcément ses jambes, j'aurais tendance à dire des jambes un peu moins développées. Ensuite on a Daiki Hashimoto. Donc c'est qu'il fait 1m66. On peut voir que voilà, ils sont vraiment beaucoup plus petits que les nageurs. 1m66, 57 kg. Et donc il a remporté les JO de Tokyo donc en 2021. Donc l'or aux Jeux Olympiques est à seulement 19 ans. Ce qui saute à première vue, c'est le haut du corps avec des épaules de titan. Un haut du corps vraiment très fort, une qualité musculaire, une définition impressionnante. Assez compact aussi, mais plus massif, je dirais qu'il fait plus massif que l'autre. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que le gymnaste, en fait, il cherche à déplacer son corps dans l'espace le plus facilement possible. Contrairement au nageur, en fait, être grand ici, ça va devenir un désavantage. Parce que plus les membres sont longs, plus ils créent en fait de grands bras de levier. Et chaque mouvement va demander alors davantage de force. Les gymnastes de haut niveau, en fait, généralement, ils sont petits, comme on a pu voir chez nos deux compères là, et ils vont avoir en fait des segments assez courts. Parce que quand on a des segments courts, en fait, ça améliore le contrôle du corps et ça réduit l'énergie nécessaire pour réaliser des figures complexes. La caractéristique la plus importante chez les gymnastes, en fait, c'est le rapport poids-force. En fait, le gymnaste, il ne cherche pas à être le plus fort possible, il cherche à produire le plus de force possible pour chaque kilogramme de son propre corps. C'est un peu la même logique qu'on retrouve aujourd'hui dans le street workout. On observe donc généralement un haut du corps très développé avec des épaules puissantes, des bras solides et un dos extrêmement fort, tout en conservant en fait un poids relativement faible. La souplesse joue également un rôle essentiel. Donc au final, on a trouvé trois types de physique presque opposés. Un marathonien qui cherche à économiser chaque calorie, un nageur qui cherche à déplacer le plus de possible et un gymnaste qui cherche à déplacer son propre corps avec le meilleur rapport force-poids possible. Ce qu'on a pu voir en fait là, c'est qu'il n'existe pas vraiment de physique parfait pour remporter l'or au JO. En fait, il existe un physique parfait pour résoudre un problème donné. Et chaque discipline en fait va imposer ses propres contraintes et va façonner progressivement le corps des champions. La vraie question qu'on pourrait se poser en fait, c'est est-ce le corps qui choisit le sport ou alors le sport qui façonne le corps? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est la version la plus évoluée de l'être humain qui existe. Gardez ça en tête. Allez, bisous bisous, à la prochaine, ciao.